Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir chez Caribde. Donc on est très heureux d'accueillir ce soir pour la deuxième fois chacun, même presque deuxième fois et demie, Jean-Yves Jouannet et Xavier Boissel. Donc Jean-Yves, on l'avait déjà reçu l'année dernière, un petit peu hors actualité, mais pour parler un peu d'artistes sans œuvre et beaucoup de l'usage des ruines. Xavier, on l'avait reçu pour Autopsie des ombres il y a à peu près un an. Et il avait fait un bout d'essai comme en tant que préfacier en fait, de l'après-midi d'une terroriste de Bruce Begou. Et on avait très envie en fait de les voir à l'œuvre ensemble, parce qu'ils ont très gentiment accepté, donc autour d'une thématique, je crois, un peu guerrière, pour diverses raisons qui vous expliqueront peut-être, mais qui apparaîtront clairement ensuite. Donc pour se prêter à l'exercice du libraire invité, donc tous les mois chez Caribde, et donc ils vont présenter chacun 4 livres. Et ensuite on dira un mot sur, à la fin, sur 2 livres absolument magnifiques, donc, qui sont les leurs, qui sont Rivière de la nuit, de Xavier Boissel, et Les barrages de sable de Jean-Yves Jouannet. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. On a beaucoup répété, hein. On s'est vu jour après jour depuis le temps. Donc c'est très bien rodé, évidemment. Par exemple, on sait très bien qui commence. Je sais pas, c'est ce que tu as dans ton sac à malice. Alors, moi j'ai au hasard. Allez, je commence alors. Ah bah, vas-y. Donc l'idée, qui n'était pas une idée, c'était plutôt une évidence. On a choisi des livres traitant de la guerre, des livres très différents. Et pour le coup, moi j'avais envie de parler de livres que je connais depuis, l'un depuis longtemps, 2 autres depuis très peu de temps. Et je voulais parler d'une pièce de théâtre, de Penthesilée, de Kleist. Alors, 2 mots peut-être sur Kleist, poète à la vie terrible, qui se suicide à l'âge de 34 ans, avec sa fiancée, qui laisse derrière lui quelques pièces et quelques romans, dont Penthesilée, qui n'a jamais été publié ni créé de son vivant, mais ne sera publié qu'en 1821, je crois, et créé en 1989. Donc très récemment. Un mot sur Penthesilée, pourquoi ça m'a intrigué? Parce que Penthesilée, c'est la reine des Amazones. J'en ai souvent parlé dans l'Encyclopédie des guerres. Elle était à l'origine de la création de l'entrée Amazone de l'Encyclopédie des guerres. Le trouble qui était le mien quand j'ai lu ce livre, c'est que Penthesilée n'est pas présente dans l'Iliade. Il y a le chant 2 de l'Iliade qui est le catalogue des vaisseaux où sont énumérés les contingents grecs qui vont faire la guerre à Troie, entraînés par Agamemnon. Et puis il y a aussi les alliés de Troie. Troie n'est pas toute seule à faire la guerre contre les Grecs. Et les Amazones sont censés être des alliés des Troyens. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans des récits, poèmes essentiellement et autres épopées ultérieures à l'Iliade. Et je pense à Quintus de Smyrne en particulier, qui raconte ce qui se passe après le sac de la ville de Troie. Et on découvre Penthesilée dans d'autres livres que l'Iliade. Donc c'est un mystère que le nom de Penthesilée ne soit pas cité, qu'on n'évoque pas les combats des Amazones autour des murs de Troie, aux côtés des Troyens. La bizarrerie du récit de Kleist, c'est que Penthesilée n'est alliée de personne dans l'histoire. Elle est ennemie des hommes et s'achemine avec ses troupes vers Troie et pourfend et les Troyens comme les Grecs. Donc c'est une drôle de reine des Amazones dans ce récit, et c'est surtout, et c'est ce que je voulais dire surtout, un étrange récit d'amour, puisqu'on sait que Achille tombe amoureux de Penthesilée dans le moment où il la tue, où il la voit tomber au sol. Et là, Kleist imagine un autre scénario, c'est Penthesilée folle d'amour pour Achille, lui-même fou amoureux de cette femme, qui désire se faire partager leur amour respectif, se dire qu'ils s'aiment, mais tellement emportés par la furie de la guerre et du combat, finissent par s'entretuer. C'est Penthesilée qui tue Achille, et par amour, dira-t-on, elle se repaît de son corps. Donc il y a, à la 23e scène, il n'y a pas d'acte, on voit la horde de chiens qui accompagnent Penthesilée, et Penthesilée elle-même à 4 pattes, mordre dans les flancs d'Achille pour s'en repaître. Voilà. On a dit 5 minutes par livre. Au moins 5 minutes. Attends, t'es épuisé. Toi de jouer. Alors bonsoir à tous. Donc quand on s'était vu avec Jean-Yves en juin,
on s'était dit qu'on allait parler de livres de guerre et on était parti sur une idée. Il faudrait qu'on évoque chacun un livre que l'autre n'a pas lu. Alors j'avais pas lu Fantasy de Kleist donc on avait fait comme ça un peu le panorama de nos lectures. Alors, il y avait beaucoup de livres qu'on avait lus en commun, donc on a cherché et on en a quand même trouvé quelques-uns. Alors il y en a notamment un donc, de Pierre Bergogneau que je vais vous présenter ce soir. Donc voici l'objet, un peu particulier. Donc tu l'as toujours pas lu? Non. Bon, je peut-être pas vous faire l'affront de vous présenter Pierre Bergogneau, donc c'est un écrivain français contemporain, il est né en 1949, c'est une des grandes voix de la littérature française contemporaine. On le rapproche souvent de Pierre Michon pour son travail stylistique, son travail sur la phrase, mais c'est pas, donc c'est le point commun qu'il aura avec Michon en effet, mais il y a aussi dans l'œuvre de Bergogneau toute une dimension spéculative, qui est très lié donc à sa formation, puisque donc il est normalien, et donc c'est quelqu'un qui a une grande attention donc aux sciences humaines. Alors voilà, moi il y a une quinzaine d'années, j'avais lu un livre que Bergogneau avait écrit qui s'appelle B17G, qui doit vous dire quelque chose. Le Floïc éditeur, qui est donc qui était un travail sur le bombardier américain B17G, et qui était à la fois une réflexion philosophique et presque métaphysique par moment donc, sur les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Alors celui-là, tu l'avais lu, oui, mais pas celui-ci. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit, donc c'est un drôle d'objet. Donc c'est un livre qui est disposé en tête bêche en fait. Donc, vous avez deux récits, enfin deux textes. Donc vous avez un premier texte qui s'appelle donc le récit absent, et quand vous retournez le livre, vous avez un autre texte qui s'appelle le baiser de sorcière. Donc voilà pour le dispositif. Donc on pourrait croire qu'en fait on a deux livres en un, mais en fait il s'agit bien d'un seul livre. Donc ceux qui veulent le lire, je vous conseille de commencer par le récit absent. Commencez d'abord par le récit absent et ensuite vous lirez donc le baiser de sorcière. Alors qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Alors le premier récit, donc le récit absent, c'est disons la partie théorique du livre. Donc Bergogneau fait un vaste balayage historique comme il les aime, donc un grand panorama, un peu à la manière de Braudel, parce que c'est quelqu'un qui est très attentif aux conditions matérielles des productions de tous les énoncés symboliques. Et il part d'un constat, alors qui est peut-être un peu contestable sur certains points. Il constate que entre l'événement et sa narration, il y a toujours un délai, alors notamment l'événement guerrier. Alors il part de cette phrase, hein, que faut-il compter entre l'événement et la version écrite qu'il trouvera peut-être sur le papier? Dans l'Antiquité, 3 siècles, à l'aube des temps modernes, 100 ans suffisent, le délai raccourci de moitié entre les événements de l'an 2 et le roman intitulé Les Chouans. Effectivement, donc Jean-Yves vient de parler de la guerre de Troie. Homère, donc la guerre de Troie, il y a effectivement un certain laps de temps entre le moment où on raconte l'histoire et le moment où ça se déroule. Et puis on arrive comme ça dans l'histoire, et puis on arrive à Stendhal, hein, qui va parler de l'épopée napoléonienne quasiment 15 ans après. Et donc il fait ce constat, donc il montre que plus on avance dans l'histoire littéraire, et plus cet écart chronologique mais aussi social s'amenuise. Donc ça c'est le premier constat qu'il fait, donc c'est une démarche presque hegelienne, hein, donc Bergogneau est très attentif à la façon, donc il aime bien articuler le champ littéraire à ses conditions socio-économiques en quelque sorte. Donc, on retrouve Braudel, mais on retrouve aussi l'influence de Bourdieu. Il part d'un deuxième constat aussi, il montre que donc depuis le fond des âges, souvent la narration est le monopole d'une classe, donc qui est celle des producteurs. Donc deuxième constat, donc la narration c'est le monopole de la classe des producteurs. Et quand on arrive donc au XXe siècle, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la Révolution russe, la Révolution d'octobre, et il constate que c'est à ce moment-là, on aurait pu avoir quelque chose de cet ordre-là, on aurait pu avoir une concomitance parfaite entre la classe des producteurs et ceux qui détiennent l'ordre symbolique en quelque sorte. Et donc il constate que ce qui aurait pu être le plus avant-gardiste sur le plan esthétique aurait pu être enfin l'objet d'une démocratisation, enfin comment dirais-je, ceux qui sont en l'occurrence les dominés de l'histoire auraient pu s'approprier donc le récit en quelque sorte. Et il fait le constat du manque d'un récit. Donc c'est un livre fendu, et il le constate en fait, alors il y a plusieurs raisons objectives, il y a le jdanovisme, le réalisme socialiste qui a tué dans l'œuf toutes les velléités esthétiques de l'ex-URSS, et donc il constate que ce récit manque en quelque sorte. Et donc quand on tourne le livre, et puis quand on est de ce côté-là, dans le bon sens, donc on a un récit qui se situe donc dans un char soviétique, Joseph Staline, hein, donc le JS-2, hein, qui s'appelle Karl Liebknecht, et en fait,
Bergogneau nous fait le récit de 5 soldats qui sont confinés donc, dans un engin de mort, qui est un char, et qui vont rentrer dans les faubourgs de Berlin. Et donc on a toute une narration à la troisième personne du singulier, comme ça, avec une focalisation interne, hein, pour être un peu cuistre, si on voulait jargonner. Et en fait, on voit le récit du guerre avec un regard parcellaire, fragmenté, fugitif, violent, qui est celui des tankistes. Et puis finalement, donc, on apprend que ce char va être détruit dans les faubourgs de Berlin par ce qu'on appelle un Panzerfaust, qui est un lance-grenade. Et le Panzerfaust, en fait, c'est donc une petite grenade donc, qui est envoyée par les Panzerniki, hein, qui fait un trou comme ça donc, dans le blindage du char, et puis les occupants meurent carbonisés dans le blindage, et on appelle ça le baiser de sorcière. Donc vous comprendrez bien que le trou ici a donc une valeur allégorique, hein, et donc le récit... Alors bien sûr, le récit ne comble pas cet écart, hein, mais il y a cette velléité donc chez Bergogneau. Donc voilà, donc c'est un livre c'est un livre saisissant. Hein, vous êtes vraiment dans le second récit, vous êtes dans le char. Il y a les gaz, l'odeur, le mazout, l'oppression, cette vision fugitive parcellaire en permanence. Et il y a quelque chose vraiment d'oppressant. On retrouve ça par exemple j'ai lu il n'y a pas longtemps, tu as dû le lire, la BD de Tardy sur le Stalag. Parce que son père était tankiste. Et on retrouve cette sensation comme ça d'étouffement, comme on l'avait dans B17G, hein, donc toujours des engins de guerre confinés. Et je dois dire que son récit est vraiment époustouflant. Je vous lis un petit passage, parce que je vais parler un peu plus sur ce livre que sur les autres. Donc je vous lis un petit extrait. Pour la première fois dans l'histoire, la force de combat, qui n'est jamais que la force de travail appliquée à une besogne négative, à une désutilité calculée massive, possède l'aptitude à formuler le réel comme expérience du présent sur site. La généralisation de l'instruction primaire, l'ouverture de l'enseignement secondaire dans les pays développés, restituent aux acteurs le contrôle de la narration qu'ils avaient abandonné, dès l'origine, à la caste lointaine, fermée, orgueilleuse, délettrée. Même si le tonnerre de la bataille passe encore par des pics qui leur font lever la tête, esquisser le geste de se lever, de regagner leur poste, c'est après. Ils ont vu la mort frapper dans leur rang, les coups du Karl Liebknecht étriper les immeubles où se terraient les fascistes. Et ils ont survécu, seuls sans doute, du quatuor du JS2 qu'ils formaient 24 heures plus tôt. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais donc voilà, c'est cette idée qu'au XXe siècle, on l'a vu avec la guerre de 14, les hommes, les bouseux, hein, qui sont dans les tranchées, hein, voilà, les piou-piou, les soldats, hein, peuvent, on l'a bien vu avec toute cette littérature du témoignage après la Première Guerre mondiale, peuvent devenir vraiment acteurs de leur narration et possesseurs surtout de leur narration. Donc ce livre est une réflexion à la fois sur la littérature et sur la guerre. C'est aussi donc voilà, il y a la volonté d'explorer ce qui était une aliénation et ce qui n'en est plus donc à la fin. Alors c'est peut-être contestable, on peut lui rétorquer que après tout, Thucydide, les guerres du Péloponnèse, c'est des récits qui ont été écrits dans l'immédiateté, que après tout la guerre civile, les tragiques d'Agrippa d'Aubigné, c'est quelque chose aussi qui s'est fait dans l'immédiateté, et que bon, sa thèse est un peu forcée, hein, donc c'est un petit peu comme chez Brodel, il y a quelques raccourcis historiques, mais je dois dire que c'est un livre passionnant, et je vous assure, vous commencez par le récit absent, vous ne le quittez plus, et vous êtes impatient de lire l'autre partie. Voilà. Très bien. Alors, on va passer à la guerre de sécession avec un recueil de nouvelles de Ambrose Bierce. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la littérature américaine, je n'ai même pas lu le livre qui a fait connaître Ambrose Bierce, qui est le Dictionnaire du diable, j'avoue ne pas le connaître, mais je connais ce recueil qui s'intitule Mort violente, qui est, j'ai cru comprendre, un recueil de textes existants dans différents recueils aux États-Unis, qui ont tous en commun l'évocation de moments de la guerre de sécession. Un mot sur Ambrose Bierce, dont on dirait que peut-être l'auteur qui est à l'origine du genre de la nouvelle, en tout cas il y a excellé, et ce recueil en témoigne, qu'il a connu la guerre, puisqu'il était, à 19 ans, il s'est engagé dans une compagnie de volontaires, a été blessé en tant que lieutenant en 1863 et démobilisé après la fin de la guerre en 1865. Cette terreur, cette violence qu'il a souffert dans sa chair, on ressent très clairement son influence dans les textes mêmes. Même si on a affaire à une littérature qui n'est pas crue dans les faits, dans la description,
mais très empreinte d'une espèce d'évanescence, de magie très légère. On a plutôt l'impression de traverser des rêves. C'est en tout cas le souvenir que je garde de la lecture de Mort violente. La part de fantastique y est discrète mais constante. Et il y a en particulier dans ce livre une nouvelle qui est peut-être, depuis tant d'années que je lis des livres de guerre ou sur les guerres, qui m'a peut-être le plus effrayé. C'est une nouvelle qui s'appelle Chickamauga, et le nom d'une bataille importante, mais toutes ont été importantes, en 1863, qui est une défaite de l'Union. Et je ne vais pas la lire évidemment, mais je voudrais juste résumer. C'est l'histoire d'un enfant qui a 6 ans, qui vit dans la ferme de ses parents, et qui joue à la guerre. Il s'est bricolé une espèce de petit sabre avec un morceau de bois, et il va se promener dans les bois. Et là, il voit de drôles d'animaux dans la pénombre, marchant à 4 pattes. Il a l'impression que ce sont des sangliers, ou peut-être puis des loups, il ne sait pas trop ce que c'est, ça l'intrigue. Et puis s'en approchant, il voit que ce sont des hommes à 4 pattes. Certains n'ont même pas leurs jambes pour les traîner, qui s'acheminent comme ça sur les coudes vers une rivière. Et il en voit un, il en voit 2, il en voit 10, il en voit 100. Et ce sont des hommes blessés, évidemment, qui tentent d'échapper à la poursuite des soldats de l'Union. Et lui, qui est un enfant, qui ne comprend pas ce que c'est que la guerre, bien qu'il tente d'y jouer avec son sabre en bois, monte à califourchon sur l'un de ses soldats, pensant que c'est un jeu, un joujou. La scène est très étrange, et puis le soldat le rembarre, et il découvre que ce soldat n'a plus de mâchoire, qu'il a une espèce de béance, comme ça, jusqu'à la gorge. Et il est à la fois effrayé, intrigué, ne comprenant pas ce qui se passe, et les suit, ou plutôt se met à leur tête comme une espèce de chef comme ça de brigade déclopé, et les soldats arrivent au bord de la rivière et pour la plupart pour s'y noyer. Ils n'ont même plus la force de se soutenir au-dessus de l'eau et leur tête disparaît sous l'eau. Je ne raconte pas la fin de l'histoire qui est tout aussi intrigante que cette scène-là. En tout cas, c'est une scène que j'ai trouvée inouïe. Voilà, que je n'ai jamais vue nulle part, décrite, exploitée dans tous les guillemets possibles, dans aucun film. Voilà, c'est une scène très singulière et je recommande vraiment passionnément la lecture de ce recueil-là. Voilà. Tu as évoqué le dictionnaire du diable. Oui, oui. Ouais, le dictionnaire du diable, c'est vraiment une des pierres angulaires de la littérature fantastique américaine. Ouais, ouais. Il y a beaucoup nourri Lovecraft aussi. Je pense à True Detective, parce que c'est une des grandes sources de True Detective aussi, une série américaine qui a eu beaucoup de succès. Ce message, je n'ai pas lu. Ah, il y a une question que je me posais sur la guerre de sécession, mais c'est une question très naïve, mais que je me pose depuis toujours, quant au film de Buster Keaton, Le Mécano de la Générale. C'est début, c'est 1925, 26, je ne sais plus. Pourquoi ce héros est-il un sudiste? Non, mais je sais pas. Enfin, alors, c'est un fait réel. Oui, alors, c'est bon, voilà, un raid de sudistes. Enfin, c'est un raid nordiste qui prend une locomotive. Mais voilà, c'est d'adapter à la culture française, par exemple. Je peux te répondre? Oui, dis-moi. C'est-à-dire qu'il s'est passé dès les années 1890-1900 aux États-Unis une inversion de la mémoire. Il y a un lieu commun qui consiste à dire ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire des guerres, mais il y a des exceptions à ça. La guerre d'Espagne en particulier. Alors, bon, oui, mais moi je pense à 2 autres exceptions. La guerre de sécession, où il se trouve que depuis maintenant plus d'1 siècle, c'est la vision sudiste qui prime et qui est glorifiée pour tout un tas de raisons politiques, internes aux États-Unis d'abord. Mais même chose, par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, on est resté pendant 50 ans, notamment pour tout ce qui était au front russe, guerre germano-soviétique, on est resté en Occident sur une vision allemande de cette guerre, et pas sur une vision soviétique, parce que c'était des salauds de communistes, c'était la guerre froide, c'était tout ça, donc on a adopté le point de vue allemand. Mais aux États-Unis, c'est le point de vue sudiste qui est glorifié, entre autres, et y compris par toute la culture populaire américaine, par Broadway, je veux dire, ça a commencé bien avant
Margaret Mitchell et Autant en emporte le vent. Ça commence dès les années 1890 à Broadway. Pourtant Broadway qui est une production new-yorkaise, donc du Nord. Mais dès les années 1890, on se met à faire des pièces et des comédies musicales avec des chansons du Sud, tout le folklore, crinoline, chapeau de forme, enfin tous les clichés qu'on connaît. Ça a commencé très tôt. Il y a eu une véritable réaction interne sudiste, y compris au Nord, qui a commencé longtemps pour des raisons de glorification, pour des raisons également de réaction et de volonté de remise sous la coupe des Noirs, mais également de réaction contre l'aspect profondément républicain, populaire et ouvrier que pouvait avoir le combat de l'Union, le combat nordiste. Il y a vraiment eu un processus réactionnaire, dans tous les sens du mot, qui s'est produit à ce moment-là. Donc effectivement, le point de vue sudiste, même Buster Keaton, il l'adopte quasi naturellement. Quasi naturellement. Donc voilà, tu as répondu à ma question. Merci beaucoup, Laurent. Alors, deuxième livre, dont moi j'avais prévu de parler, c'est pas vraiment un livre de guerre, c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué. J'ai lu ça ça fait longtemps, quand même, une petite vingtaine d'années. C'est un livre de Georges Hyvernaud, c'est pas quelqu'un qui est très très connu, Georges Hyvernaud, et le livre s'appelle La peau et les os. Donc alors Georges Hyvernaud, je vais vous dire quand même quelques éléments sur ce monsieur. Donc il est né en 1902, et donc il est d'origine, donc il est des Charentes, donc il est charentais, et donc il a passé l'école normale instituteur, donc il était instituteur, et en 1940 il a été fait prisonnier comme beaucoup de ses camarades, et il a passé 5 ans dans un oflag, donc il était officier, donc il n'était pas dans un stalag. Et donc ce texte, donc c'est une sorte de récit témoignage de ces 5 années, donc dans un oflag en Poméranie, donc au fin fond de la Pologne. Et alors c'est un livre absolument extraordinaire qui a d'abord été publié, qui a été publié par l'intermédiaire de Raymond Guérin, qui lui aussi avait été donc interné dans un stalag, un oflag. Alors Guérin, je ne sais pas s'il est officier, et qui est d'abord paru en feuilleton dans les temps modernes, donc de Sartre en 1948. Et c'est un livre qui a été très mal accueilli. La réception de ce livre a été absolument désastreuse, et donc en fait ensuite Hyvernaud n'a eu simplement que la reconnaissance de gens comme Henri Calais, de gens comme Étiamble, et en fait ensuite il s'est tenu à une distance respectueuse du microcosme littéraire français, et ce livre a été réédité dans les années 90 au Dilettante. Et alors on parle alors il y a eu pendant très longtemps il y a eu une espèce d'amnésie sur la Shoah, etc. Et puis ensuite on est passé, alors c'est le mouvement de Balancier, il y a eu une espèce d'hypermnésie à partir des années 80 donc sur la Shoah. On parle très très peu de la littérature de Stalag. Alors on connaît tous le Caporal épinglé, qui a été adapté au cinéma dans les années 60. Et en fait c'est quelque chose qu'on passe souvent sous silence. Alors donc on parle plus de la guerre, mais on parle de ce que c'est qu'un prisonnier. C'est une période de l'histoire de France qui n'est pas très 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 évoquée. Alors, si j'ai parlé de Tardy tout à l'heure, donc son livre sur son père, sur Stalag, qui est un livre absolument éblouissant, le texte de Tardy. Et là, en fait, pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que c'était des perdants. Tu as parlé des perdants tout à l'heure, donc c'était ceux qui sont revenus, et on ne les a pas écoutés. Et donc, c'est un texte d'une âpreté, d'une crudité absolument stupéfiante. Il y a presque parfois une dimension existentialiste, enfin au sens philosophique du terme, notamment donc il y a une réflexion sur l'altérité. Donc il est captif d'abord, mais il n'est pas simplement captif, il est aussi captif des autres prisonniers. Donc il y a vraiment des passages absolument fabuleux qui sont écrits dans une langue en plus superbe. Je vais vous lire un passage. Donc un chapitre s'appelle Tourner en rond. Le pire de tout, c'est les cabinets. Quand je veux former une image dense et irréprochable du bonheur, c'est à des cabinets que je pense. À des cabinets bien enfermés de murs blancs, d'allées de clercs verrouillées. Je suis assis dignement sur la couronne de bois verni, dans ma dignité d'homme libre. Je suis assis au centre d'un épais silence savoureux. Un silence luisant, blanc, crémeux. Il y a contre le mur une boîte de faïence, d'où pend un rectangle de papier hygiénique. Il y a au-dessus de ma tête une chaînette munie d'une poignée de faïence. Je suis assis. J'ai tout mon temps et toute ma liberté. Je puis parler seul, lire des vers,
Je puis penser à l'immortalité de l'âme, si ça me chante. Les cabinets ici, c'est une baraque badigeonnée d'un brin ignoble, avec une porte qui ne ferme pas et des vitres cassées. 16 sièges là-dedans, 8 d'un côté, 8 de l'autre, et des traces de merde sèches sur les sièges. On s'installe côte à côte, dos à dos, 16 types sur leurs 16 sièges, alignés, identiques, pareillement attentifs au travail de leurs boyaux. Chacun a une feuille de papier à la main, comme une demoiselle qui s'apprête à chanter dans un salon. Ils s'efforcent ensemble, mornes, soucieux, confondant leurs bruits et leurs odeurs. Et d'autres, debout contre la paroi goudronnée, pissent. Un petit ruisseau d'urine mousseuse coule à leurs pieds. Il y a encore ceux qui attendent leur tour en causant de leur famille ou de leur constipation. Fraternité des barbelés. Fraternité dans la puanteur et la flatulence. Tout le monde ensemble dans un gargouillis de paroles, d'urines et de tripes. De temps en temps, quelqu'un se soulève un peu, et retenant d'une main son pantalon, de l'autre, soyeusement, se torche. Au suivant, on se bouscule autour du trou, on proteste. Grouillez-vous un peu, bon Dieu. J'aimerais autant parler d'autre chose, de choses claires, parler des claires jeunes filles, ou d'un regard de vieille dame, ou d'un peuplier au bord de la route, parler d'un poème, d'une écharpe, d'un tableau, de Matisse, mais tout cela n'existe pas, n'existe plus, c'est fini. Il n'y a plus de couleur, de feuillage, ni de regard, tout a été englouti dans une catastrophe infâme. Tout est foutu, il n'y a plus au milieu d'un univers détruit que cette baraque où on se soulage en tas, tout est vide et mort, et au milieu du vide et de la mort, il ne reste plus que cet asile de la défécation en commun. Voilà, donc tout le livre est de ce bois-là. Donc c'est une lecture assez éprouvante, mais j'insiste, hein, Hyvernaud parle d'une expérience que des hommes ont subie pendant 5 ans, qui est donc celle de la privation, de la promiscuité, de la faim, de la servitude, de l'humiliation. Je veux dire que dans la littérature de témoignage, si je devais faire un parallèle avec quelqu'un, ce serait avec Primo Levi. Alors, je suis bien d'accord, Stalag et camp de concentration sont 2 choses différentes, mais on a à chaque fois une approche donc, de l'univers concentrationnaire ici qui est quasiment presque, dans certaines pages, c'est quasiment phénoménologique. Enfin voilà, pour moi c'est un très très grand livre et Hyvernaud mérite d'être découvert et malheureusement donc il a été un peu oublié. Voilà, donc je parle de la guerre mais de manière oblique. Ça voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous sors de ton cerveau? Ah, c'est un livre que Marianne Loin m'a fait connaître. C'est on passe à la Première Guerre mondiale. Un auteur combattant ou un combattant auteur ou un combattant témoignant de ses combats en Flandre, donc débarquant avec le contingent américain en 1917, William March, qui rentre aux États-Unis dans un sale état et met 10 ans pour mettre au point, au clair, ses récits et ce livre, Compagnie K. Ce livre a une importance, d'abord je l'ai beaucoup aimé, mais c'est peut-être du fait de mon inculture, mais je connais quand même très très peu de romans américains sur la Première Guerre mondiale. Est-ce que, bon, c'est avec Jean, on parlait de Hemingway, pardon? Cummings. Oui, il y a évidemment, alors très récemment il y a le livre de William Boyd, hein, on ne parle pas de le chemin des âmes, je crois, il s'appelle, ou le Faulkner de Monnaie de singe, mais alors c'est bon, tout n'a pas été traduit j'imagine, mais l'engagement américain dans ce conflit-là était moindre que dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, sur bien plus de fronts par ailleurs, hein, et donc statistiquement, je dirais, à ma connaissance, il y a moins de choses, et ça rend celui-ci d'autant plus important à mes yeux. Que dire de la composition, parce que c'est cela qui surprend d'abord, c'est la concaténation, la juxtaposition, puisqu'on n'a pas l'impression au début qu'il y ait de composition, des 113 voix, des 113 combattants d'une compagnie, la fameuse compagnie K. Tous ne sont pas traités de la même manière, il y a des récits très brefs, enfin en tout cas ils prennent tous la parole à un moment donné. Certains, c'est un souvenir d'avant leur départ, certains, c'est un témoignage de la guerre et de leur combat, d'autres, c'est après leur retour. Et quand je disais, enfin moi ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette impression, non pas d'un roman choral au début, mais juste d'une juxtaposition, et c'est très progressivement qu'on voit à quel point ces choses-là sont tissées très précisément, avec une méticulosité et une précision incroyable.
Donc, on a l'impression de tenir un bouquet assez disparate, puisque ces voix sont singulières à chaque fois. Ce qui est raconté nous étonne, nous surprend, nous prend à contre-pied, puisqu'on passe d'un sujet à l'autre, pourrais-je dire. Mais j'avais pour le coup envie de lire le souvenir. C'est voilà, le témoignage d'un des soldats, il s'appelle le soldat Bernard Glass. Quand j'ai vu Jackie Brower tomber et ses artères qui crachaient le sang contre la paroi de la tranchée comme un poulet à qui on vient d'arracher le cou, ça m'a tellement surpris que je suis resté planté comme un imbécile pendant que le gamin allemand escaladait le parapet et partait en courant. Au bout d'un moment, j'ai repris mes esprits et je me suis mis à lui courir après. J'aurais pu lui tirer dessus facile, mais c'était encore trop bien pour cette ordure. Quand on l'avait traité de façon aussi correcte, en lui proposant de lui acheter son ceinturon plutôt que de le prendre, ce qu'on aurait pu faire sans aucun problème. Il a presque réussi à me faire perdre mon souffle, mais j'ai fini par le rattraper. Je lui ai enfoncé ma baïonnette dans le corps une fois et puis deux, et puis encore. Et après je lui ai frappé le crâne avec la crosse de mon fusil. C'était un sale coup de traître, couper la gorge de Jackie comme ça. Jackie, c'était l'homme le plus régulier que j'ai jamais connu. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche, tant qu'il pouvait l'éviter. De le voir la tête presque tranchée et ses yeux, ce qui prouve bien qu'on ne peut pas faire confiance à un teuton. Je sais que moi, j'ai jamais laissé une seule chance à un Allemand après ça. Voilà. Est-ce que c'est paru avant La main coupée de Sandra ou après? Ah, l'édition américaine. C'est non, parce que oui, je l'ai oui. lu il y a longtemps, La main coupée, je l'ai lu, je devais être au lycée. Et il y a, dans La main coupée, dans mon souvenir de Sandra, il y a... Oui, c'est après. après. Là, c'est 33. 33, Oui, d'accord. oui. Ouais. On va continuer avec les Américains. Donc, dernier livre donc, de ma présentation. Moi, donc, c'est un Sympathy for the Devil, Kent Anderson. Moi j'ai cette édition là. Donc c'est un livre mythique, c'est un livre culte, paru aux États-Unis en 1987. Bon, il y a eu beaucoup de littérature sur la guerre du Vietnam. Pendant un moment, je pensais vous parler de Meditation in Green de Stephen Wright, qui est paru un peu avant, 83 je crois, et finalement donc j'ai opté sur celui-là. Alors Anderson, donc Kent Anderson, c'est un type qui a vraiment fait la guerre du Vietnam, qui était paradoxalement, donc j'ai parlé tout à l'heure de la réappropriation de la narration par la base en quelque sorte. Donc c'était quelqu'un d'issu d'un milieu très modeste, mais qui était lettré, et donc qui avait fait l'université, qui était un grand lecteur de Yeats et qui s'est engagé dans les forces spéciales en allant au Vietnam. Donc c'est un jeune américain cultivé, donc son double c'est le personnage qui s'appelle Hanson, mais on a tous bien compris qu'il s'agissait d'Anderson, et on va assister à la façon dont cet homme va basculer, va devenir en quelque sorte une machine à tuer, puisque donc il s'engage dans les forces spéciales, et donc tout le récit, alors il y a tout ce côté un peu hallucinogène aussi, qu'on retrouve d'ailleurs chez Stephen Wright avec les drogues, etc. Mais le livre est sur un autre plan par rapport à celui de Stephen Wright, c'est qu'il explore le versant quasiment bureaucratique de la guerre. Il y a à la fois une fascination et une distanciation pour la guerre. Alors la distanciation, elle va passer par cette espèce de mort des affects qu'on va retrouver dans tout l'état-major américain, le général Westmoreland, etc. On pourrait faire quasiment une analyse andersienne de ce livre en partant de Günther Anders, le philosophe allemand, qui montre comment les hommes ont été dans cette guerre complètement déshumanisés, ne serait-ce que par la technique. Et c'est ça qui est vraiment absolument éblouissant dans ce livre, qui pour moi vraiment... Bon, il y a d'autres livres sur la guerre du Vietnam, on peut penser aussi à Le nom des morts de Stewart Onan, mais donc dans celui-ci, il y a vraiment cette dimension, cette distanciation par rapport à la guerre comme quelque chose qui est complètement sans but, enfin qui serait telos blind, dirait Günther Anders, et avec une prose extrêmement gracieuse, élégiaque par moments, et ça rappellerait, si on prenait un équivalent cinématographique, ça rappellerait La ligne rouge de Terrence Malick, film que je sais que tu aimes. Et la dernière page du livre est absolument superbe, donc puisque en fait Hanson, le héros, accroche sur le harnais donc de ses deux meilleurs amis, donc sur un harnais d'hélicoptère, et donc ils sont emmenés tous les trois comme ça. Ça rappelle une photo très célèbre de la guerre du Vietnam d'Henri Huet. On voit un homme comme ça qui est attaché donc à un harnais d'hélicoptère et qui est
donc qui est en position christique. Et donc je vais le lire. Les câbles et le harnais du stabot, donc le stabot c'est l'hélicoptère, passèrent par-dessus la portière, se déroulant dans leur chute, mousquetons et boucles culbutant pêle-mêle dans la lumière nacrée du petit matin. Hanson arrima Mr. Min et Quinn en continuant de leur parler dans le rugissement du rotor. Il s'accrocha lui-même, puis leva les 2 pouces à l'intention du chef de bord. On releva un peu le câble, puis l'hélicoptère prit de la gîte. Ils se retrouvèrent entre ciel et terre, filant cap est. Hanson leva les yeux et croisa le regard mort de Quinn, tandis que le souffle du rotor le cinglait d'embrun de sang huileux. Il vit des décombres et de la fumée là-haut sur la colline, à 3 clics de là. Il sentit l'odeur de carburant en combustion, mais à mesure que l'hélico prenait de la hauteur, l'air devenait plus doux et plus frais, et l'horizon se dilata pour s'étendre à l'infini sous ses yeux. Le vert de la jungle, le vert plus pâle des bambous, le rouge cru des cratères de bombes, le scintillement argenté des rizières en contrebas, dans lesquelles, pendant un moment, il étudia le jeu de l'ombre et du reflet de l'hélico, lesté de ses 3 corps à la dérive, le reflet sautillant et se déformant follement en traversant les rizières, tandis que l'ombre fonçait, droit devant, ténébreuse et inlassable. Il vit des tombes circulaires, un réseau de pistes sillonnant une berge, une pagode bleu poudre, les montagnes sombres et le soleil du matin. Le câble tendu, rigide, filait en oblique de ses épaules au thorax noir de l'hélicoptère. Donc c'est l'hélicoptère qui redevient humain, donc avec le thorax, donc on a bien compris que les hommes et les choses échangeaient leur qualité donc dans cette fin de récit. Anderson, donc c'est aussi un très bon copain de James Crumley. Ensuite, il a continué à utiliser. Anderson ensuite est revenu aux États-Unis, il est devenu flic à Portland, dans l'Oregon, dans les quartiers noirs, dans les années 70, et il a écrit un polar absolument éblouissant qui s'appelle Les Chiens de la Nuit, Night Dogs, qui se situe donc dans le Portland des années 70, et il a publié aussi l'année dernière à la 13e note un recueil de textes qui s'appelle, dans mon souvenir, il y a Enfer dans le titre, il y a Enfer, voilà. Pas de saison pour l'enfer, voilà, c'est ça, donc à la 13e note. Et j'encourage vivement aussi ceux qui ne connaissent pas Anderson à le lire. C'est un très grand écrivain américain. Alors pour le coup, j'ai parlé de Bergogneau tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour le coup l'expérience guerrière, donc réappropriée par vraiment un homme de la base, hein, qui était parti de rien, et un guerrier, hein, puisque tu l'as dit tout à l'heure, très souvent l'expérience guerrière, elle n'est pas relatée par les guerriers eux-mêmes. Voilà, c'est un très 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 grand livre. Kent Anderson. Voilà. Bah, bravo. Bon, c'est à toi, je comprends. Merci. Je trouve que c'est un super moment, hein, cette soirée libre, vraiment, et je dis pas ça parce que je fais partie de Carib, hein, parce que, non mais sérieusement, parce que même quand on lit beaucoup, qu'on discute toute la semaine, tous les mois de livres avec ses amis, ses collègues et tout, les libraires invités arrivent toujours à arriver avec des livres qu'on ne connaît pas, ou quand on en a entendu parler, on ne sait pas ce que c'est, et en parler, franchement, on a envie de repartir avec l'ensemble, enfin moi en tout cas, hein, donc vous aussi j'espère. Donc ça fait déjà beaucoup de livres avec lesquels repartir, j'en suis conscient, mais il y en a quand même 2 autres qui serait dommage en fait de ne pas ajouter en fait, hein, si vous n'avez pas déjà bien entendu à vos emplettes. Ce soir ou plus tard, mais pourquoi pas ce soir, qui sont donc Les Barrages de sable de Jean-Yves Jouanet. Donc je vais en dire juste quelques mots, hein, parce que c'est... Les Barrages de sable, bon, vous savez, je pense pour la plupart, que Jean-Yves Jouanet mène depuis maintenant un certain temps un projet qui est à la fois d'une ampleur monumentale, hein, qui s'appelle l'Encyclopédie des guerres, et en même temps qui est très personnel, puisqu'il s'agit d'apporter sa propre réponse intime un peu à qu'est-ce que la guerre, c'est quoi le fait guerrier, et non pas donc de faire une encyclopédie analytique, académique, hein, de ça, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience personnelle, approché avec une méthodologie et tout, donc que je ne vais pas vous décrire, parce qu'en fait pour la première fois, alors que jusqu'ici, il faut quand même le faire. Hein. Allez le voir à Beaubourg, donc, parce que c'est une performance, l'Encyclopédie des guerres, tous les mois, à Beaubourg ou à la Comédie de Reims. Et pour la première fois, donc autrement que par oral, il y a un peu je dirais pas les secrets de fabrication, mais pas loin en fait de l'Encyclopédie des guerres, qui se trouve donc décrit dans Les Barrages de sable. Finalement, c'est quoi ce projet, comment il se fait. Et donc c'est déjà pour ça absolument passionnant. Ensuite, Les Barrages de sable part d'une chose qui correspond à l'expérience, je pense, de beaucoup de gens, bon, alors surtout ceux qui vivent au bord de la mer ou qui passaient quand ils étaient petits leurs vacances au bord de la mer, c'est vrai, mais ça peut concerner beaucoup de gens, qui sont les châteaux de sable. Alors pas les châteaux ornementaux où on fait des petits créneaux et des petits machins, ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire expliquer pourquoi ça n'a aucun intérêt, enfin c'est autre chose. Non, le château où il s'agit d'empêcher la mer, on met de la
des gros machins, des fossés, enfin un truc vraiment musclé. Et ce château de sable, donc le château guerrier de lutte contre la mer, c'est l'expérience peut-être la plus précoce, ou une des plus précoces qu'il peut y avoir de... Et le pari que tente Jean-Yves Joannet dans ce livre, c'est en partant de quelque chose, on se dit non, attendez, vous rigolez, vous n'allez pas expliquer la guerre à partir du château de sable. Eh ben si. Alors c'est une tentative, moi je ne sais pas si elle est réussie, chaque lectrice ou chaque lecteur jugera, mais en tout cas c'est extrêmement impressionnant parce que, bon, comme dans les autres ouvrages de Jean-Yves Joannet, c'est monstrueusement érudit, ça part dans tous les coins, ça va chercher des choses, et puis on se dit, ah, et hop, et ça se met à faire du sens, ça tombe dans les interstices, et on se dit, ah, mais c'est vrai, en fait il a raison. Enfin, même quand il compare les châteaux de sable donc, au bord de la mer, et puis ces gens un peu différents qui font des barrages de rivières, quoi. Enfin, Olivier Cadio. Franchement, Olivier Cadio qui fait des barrages de rivières, bon, il explique pourquoi justement ça n'a pas le même sens, ça peut pas jouer le même rôle qu'un barrage, un vrai, quoi, enfin un château. Donc, je peux en dire un mot. Oui, moi je l'ai lu cet été sur la plage, j'étais en Crète, donc je l'ai lu in situ. C'est vraiment un livre absolument extraordinaire, et ce que j'aime vraiment chez Jean-Yves, il faudra que tu lises donc, le Bergogneau. Il y a toujours la question centrale chez lui, la question de la narration, donc de l'événement et de sa retranscription. Et comme c'est quelqu'un de borgésien, on se demande toujours par quoi on commence. Est-ce qu'on a commencé par la narration ou par l'événement? Et alors donc, il appréhende tout ça avec son érudition donc facétieuse, puisqu'il est borgésien. Et il y a des passages absolument, il y a un chapitre absolument extraordinaire sur les briseurs de barrages pendant la Seconde Guerre mondiale, qui m'a rappelé d'ailleurs Bergogneau un petit peu, le 17G, et sur les ricochets. Enfin voilà. Et ça c'est une des caractéristiques qui était déjà présente dans les autres ouvrages, mais dans l'usage des ruines. Et puis qui effectivement dans les conférences, performances de l'industrie de la guerre est un fil conducteur, c'est qu'il y a toujours une manière de prendre extrêmement au sérieux la question qui est posée, qui sont des questions fortes. Qu'est-ce que la guerre? C'est pas. Et en revanche, autour de construire quelque chose qui est très joueur, qui joue avec les mots, qui joue avec les sens, qui joue avec les références, et qui arrive à faire une expérience qui, au plan littéraire, quand bien même on ne s'intéresserait pas du tout à la guerre, ce qui peut arriver après tout, c'est un moment extraordinaire de littérature. Merci beaucoup. Et un dernier pour la route, donc Rivière de la nuit, donc qui est le deuxième roman en fait de Xavier Boissel. Une longue nouvelle. Oui, enfin c'est un roman, un court roman, si tu veux. Oui, c'est un peu plus de 100 pages chez Inculte. Alors Rivière de la nuit, c'est assez étonnant. Enfin, donc ce que ça raconte, je ne vais pas raconter la fin, mais la fin en fait on s'en doute en réalité. Il y a une fondation dont les actionnaires ne sont pas spécifiés, parce que c'est une fondation, donc par définition une fondation c'est généreux, c'est pour le bien de l'humanité, mais peut-être que les actionnaires le sont un peu moins, mais qui a créé, et ça c'est authentique, un coffre-fort au Spitzberg, un coffre-fort blindé de tous les côtés, pour en fait y stocker l'ensemble des semences des espèces de l'humanité en prévision du réchauffement climatique et de toutes ces terres qui tôt ou tard vont disparaître sous les mers. Alors, et pour assurer le bon fonctionnement en fait de ce coffre-fort, il y a un gardien du coffre-fort qui est un brave homme, qui doit le faire fonctionner. Alors c'est super automatisé, une ambiance un petit peu ligne Maginot, avec des grands couloirs, des petits trains blindés, blindés peut-être pas, faut pas pousser, des petits trains, et des drésines, voilà. Et puis oui, le réchauffement climatique il s'arrête pas, comme on peut s'en douter, donc l'eau elle monte. Puis un beau matin, il est là, il est un peu tout seul, il y a eu des perturbations, et puis il se retrouve avec son bon, ok, ça c'est une histoire un peu post-apocalyptique, vous en avez tous déjà lu 50. Ce qui est extraordinaire, c'est que Xavier Boissel en fait refait le même coup que ce qu'il avait réussi à faire sur Autopsie des ombres, c'est-à-dire qu'il va chercher des registres de langage et d'expérience psychologique et d'expérience intellectuelle qu'il va heurter en fait avec une extrême violence, alors qui est très feutrée dans le langage, mais c'est incroyablement violent intellectuellement. Dans Autopsie des ombres, il prenait un soldat normal qui en ex-Yougoslavie est confronté en Bosnie, non pas tant à l'expérience de la guerre, puisqu'il ne voit rien de la guerre à part faire la chasse aux chats et aux chiens dans une ville déserte pour éviter que les épidémies se propagent. Mais il a une espèce de moment d'épiphanie dans un supermarché abandonné, en fait, au milieu de la guerre. Et de retour en France, cette expérience de la guerre, même fictionnelle ou indirecte,
se heurte avec le langage en fait codé, qu'on le veuille ou non, que balance en permanence le paysage commercial. Ce qui était déjà un des thèmes qu'il y avait dans l'essai de Xavier, donc Paris est un leurre, hein, qui, même s'il traite de façon très oblique ça, hante les environs de Paris dans des éléments de paysage urbain, et notamment le paysage de toutes ces zones d'aménagement concertées, zones commerciales, bientôt ici un centre commercial, etc. Et le télescopage entre les deux expériences, celle de Bosnie et celle de la banlieue française vouée à la consommation, fait un choc. Et dans Rivière de la Nuit, le choc il est d'une magnitude bien différente, puisque là on a quelqu'un qui, d'un côté, est confronté de première main au réchauffement climatique, à la montée des eaux, donc à une menace de nature qui touche à une nature apocalyptique, et puis son récit, lui, assez simple, concentré sur sa mission, est entrecoupé des mémos internes en fait du directeur général du projet de création de ce coffre-fort à semences, où donc on a sans arrêt un discours de bonne foi assez simple, assez émerveillé, assez poétique en fait sur la nature qui retrouve certains de ses droits et en même temps la menace que ça représente pour l'espèce humaine. Puis d'un autre côté, un discours qui est ultra cynique, qui est vraiment le discours le plus calculatoire qu'on peut imaginer, à partir de retour sur investissement. Tout ça n'étant pas bien entendu des mémos secrets, donc c'est du vrai langage d'entreprise, c'est-à-dire que c'est à chaque fois... c'est quelque chose qu'on peut montrer, hein, c'est juste fait pour pas faire trembler pour faire trembler la barre, mais pour pas la faire tomber. Et puis ensuite, derrière, il y a une petite formule qui échappe, qui elle révèle le cynisme total en fait qu'il y a dans cette sauvegarde pour mieux marchandiser en fait le vivant. Et c'est fait d'une façon qui réussit à être, et ça c'est pas le moins surprenant, je trouve, à être poétique. Oui. C'est une très belle langue. C'était très 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 beau. Et puis il y a cette chose, l'angoisse sourd à chaque page, il y a quelque chose de très très angoissant. Et puis il y a cette chose, moi, qui m'a troublé. Je me suis dit, cet homme, il est armé d'un fusil, c'est un gardien, donc il est armé, on ne sait pas trop pourquoi, parce que il peut être attaqué par un ours blanc, un prédateur. Et la fin du monde arrive. Il la constate et il s'arme de son fusil. Et ce fusil, cette arme, puisqu'on n'a parlé que de livres de guerre, et dans tous les livres de guerre, dans tous les films de guerre, là, c'est ce qui va résoudre, ce qui va faire en sorte qu'il y aura une issue autre, on va se défendre, on va abattre l'ennemi. Il faut laisser un tout petit peu de surprise au lecteur. Oui, non, mais là, c'est simplement, c'est que je me suis dit, c'est que la fin du monde, c'est simplement le moment où, avec une arme, il n'y a plus rien, plus personne à tuer. Enfin, il y a quelque chose à quoi je n'avais pas pensé, qui est saisissant dans cette solitude-là, qui... Non, c'est pas un truc aussi pessimiste que ça. Non. Tu peux peut-être parler de Denis Fragerman, la musique. Alors, je préférerais que tu en parles. Ce truc au Spitzberg, ça existe réellement? Oui, ça existe. Absolument. C'est un véritable projet. C'est pas un projet, c'est non, ça existe. Il y a les plans, il y a les photos. D'ailleurs, il y a dans le... Il y a des passages du discours de Barroso que j'ai intégrés dans le discours du président de la Fondation. Comme vous savez que j'aime les technocrates. Oui, je voulais signaler, parce que c'est un livre que j'ai écrit à partir d'un projet musical d'un copain qui s'appelle Denis Fragerman, qui est un musicien qui a beaucoup travaillé avec Antoine Volodine, qui a fait avec lui les suites Volodine, qui a fait Vocifération. Et donc j'ai travaillé à partir de sa musique. Je me suis vraiment imprégné de toutes ces pièces musicales. Il y a une tonalité très mélancolique dans ce que fait Denis. C'est une musique très envoûtante. Pour vous donner une petite idée, c'est entre le minimalisme de Philip Glass et certains quatuors à cordes de Shostakovich, voilà, donc avec des inflexions à la Tuxedo Moon parfois. Et donc j'ai vraiment essayé d'entrer en résonance avec la musique de Denis. Et chaque titre de chapitre, en fait, il y a une petite contrainte péréquienne, donc c'était des titres aussi des morceaux de musique. Voilà, et donc donc dans le livre, au tout début, il y a un fichier zip où vous pouvez aller télécharger gratuitement le disque de Denis. Voilà, donc il y a 2 en 1, donc il y a à la fois le disque et le livre. Et il faut lire le livre en écoutant la musique, ou je sais pas, enfin vous commencez par ce qui vous... C'est pas comme Bergogneau, mais presque quoi. Voilà, donc je vous encourage vivement, parce que dans des genres différents, clairement, qui ne sont pas du tout dans les mêmes registres, mais là, on a 2 livres qui sont probablement parmi les plus intéressants qui sont sortis dans la période récente. Et donc, merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu.